totalement négatif, parce que de par sa nature même, les occupations militaires contredisent même l'indépendance ou la souveraineté des États africains. C'est-à-dire parler d'États indépendants et parler de présence militaire française pour de longues durées, des mois, voire des années, voire des décennies, ce sont des termes contradictoires à mon sens. Et quand, comme ils l'ont déjà dit, quand on remonte un peu dans l'histoire, pourquoi même il y a eu base militaire au début? C'est parce que dans l'impérialisme tel qu'il a été conçu, il fallait avoir des bases militaires. Quand on dit que l'entreprise coloniale était avant tout une mission de civilisation, ça c'était donc des arguments fallacieux. Pour étendre leur puissance, à l'époque, les puissances européennes pensaient qu'on ne peut être une véritable puissance que si on a une base militaire lointaine. Et l'Afrique devait servir à cela. À cet argument s'ajoute maintenant l'argument que la politique industrielle elle-même, du moins la politique coloniale elle-même, était fille de la politique industrielle. Donc il fallait avoir des bases militaires pour assurer l'exploitation des contrées comme l'Afrique. Et c'est cette même politique-là qui s'est perpétuée pendant toute la période coloniale et au-delà pendant la période post-coloniale jusqu'à nos jours. Il fallait simplement profiter des situations sur le continent africain pour encore perpétrer d'autres occupations qui prenaient le plus souvent le qualificatif donc d'intervention au profit des États africains, comme on l'a vu avec Hissène Habré au niveau donc, du Tchad en 83, en 86, comme aussi on l'a vu avec le terrorisme au Mali en 2013 et comme un peu partout. Le système ou encore l'idéologie est là. Il faut simplement profiter des situations sur le continent africain pour continuer à perpétuer donc cette vision impérialiste, colonialiste qui est donc la présence militaire qui doit être le fondement de la domination de la France sur les États africains. Quand on fait le bilan, ce qui est sûr, on sait que c'est sous la barbe et le nez de la présence française au Mali, au Burkina Faso, que le terrorisme a prospéré. On peut dire qu'au Mali, ils viennent trouver la situation. Mais au Burkina Faso, ils étaient bel et bien là en 2009. Le terrorisme commence en 2015-2016 sous leurs yeux. Et en 2022, on avait perdu près de la moitié du territoire burkinabé. C'était toujours sous leurs yeux. Donc le bilan, au niveau même sécuritaire, il est très négatif. On ne peut pas nous convaincre aujourd'hui que la force spéciale française, la force Sabre, basée à Camboïssin, la France, avec son système de renseignement performant, ne pouvait pas avoir des informations sur le mouvement des groupes armés terroristes dans le Sahel. On ne peut pas nous convaincre du contraire. Ils avaient des informations. Mais cela n'a jamais été mis de façon substantielle au profit de nos forces armées combattantes. Le plus souvent, cette force ne servait que, j'allais dire, jouer le rôle de corbillard. Après, donc, quand les massacres sont faits, ils partent en rescousse donc, pour sauver certaines personnes ou bien pour ramasser donc, les cadavres donc, de nos soldats. Et considérons un peu au niveau économique. J'ai essayé de faire un calcul avec la présence militaire française au niveau donc, du Mali. Entre-temps, de 2013 à 2022, c'était 1,8 milliard par jour. Et à partir de 2022, on est passé à 2,2 milliards par jour. Quand on fait le cumul de 2013 à 2022, leur départ, on se retrouve, c'est 2021, leur départ, 2022, leur départ, on se retrouve avec plus de 4 milliards, 4 000 milliards de francs CFA. Dépensés pour le stationnement. C'est-à-dire nous payons la facture de notre propre colonisation militaire. Et en dépit de cette forte somme dépensée, le terrorisme ne faisait que prospérer. Jusqu'à ce qu'entre-temps même, on parlait de la partition du Mali. Et Kidal avait la protection de cette armée française qui servait comme une force d'interposition entre les forces de l'État malien et puis donc les groupes terroristes et rebelles. Il a fallu que l'armée française soit déguerpie
pour que les troupes maliennes puissent mettre le pied à Kidal. Si les troupes françaises ou encore européennes étaient toujours présentes au Mali aujourd'hui, Kidal ne serait pas sous contrôle de l'État central malien. Il en est de même du Burkina Faso et bien évidemment aussi du Niger ou du Tchad. Quand on prend le Tchad, c'est pratiquement toute la période post-coloniale. C'est vrai qu'il y a eu en 83, c'est la dernière fois où ils se sont positionnés, ils ne sont pas repartis. Mais bien avant 83, il y a eu d'autres forces, d'autres stationnements militaires au niveau du Tchad. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Pour ne pas tirer long, moi je dirais que si la présence française avait un bilan positif, on n'aurait pas connu le terrorisme aujourd'hui. Attaque terroriste, comme on le voit aux États-Unis ou en France, aurait été possible. On vous surprend, on fait une attaque et on disparaît. Est-ce qu'aujourd'hui, une force terroriste peut occuper même 1 m² de la France et puis faire une semaine ou un mois? Ce n'est pas possible. Mais pourquoi cela nous arrive? C'est parce que la France, comme ils l'ont déjà dit, n'est pas dans la bonne disposition d'accompagner militairement les États africains. Et je vais finir en évoquant cette idée de Cheikh Anta Diop que j'avais déjà évoquée ici une fois, qui disait que la sécurité précède le développement. Merci donc pour... oui, nous ne voulons pas que nous allions au développement mis sur l'insécurité, sachant que toutefois que nous serons dans l'insécurité, nous allons toujours nous battre avec ce problème principal et on n'aura jamais le temps pour aller au véritable développement. De gagnant-perdant, s'il faut faire un bilan, il faut le faire sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui de son initiateur. Donc profiteur, jouisseur et bénéficiaire, et y compris des catastrophes, des morts que ces troupes peuvent enregistrer. Et on peut dire que ce bilan a été extrêmement reluisant et positif pour la France. J'avoue même qu'il a dû dépasser les lignes qu'on lui avait fixées, c'est-à-dire les objectifs qui lui ont été fixés. J'avoue, au vu du palmarès de ses actions sur le plan de l'occupation des territoires, sur le plan de l'amplification des problèmes, sur le plan de l'accaparement de ressources stratégiques, où l'armée même est positionnée, où des contingents à l'intérieur d'un dispositif, on a des experts géominiers qui portent le treillis, mais qui perforent le sol. Nous l'avons vu au Mali, nous l'avons vu en Centrafrique. Et nous disons effectivement que c'est un bilan extrêmement reluisant pour l'entreprise coloniale qui, tout naturellement, ne pouvait pas faire autrement pour ses propres intérêts. Maintenant, est-ce que ce bilan il a été bon pour nous? Non, ce fut un bilan catastrophique, jalonné par un chapelet de massacres, de terreurs inédits, aussi bien de façon collective que de façon individuelle. En termes d'éléments collectifs, il faut nous appesantir sur l'union des populations du Cameroun, massacrées dans les forêts du Cameroun avec leur leader, Ruben Oumniobé, non content de les avoir astreints dans les forêts les plus denses et les plus menaçantes. On ne s'est pas contenté de dire que la forêt allait gérer l'adversité. On a versé du napalm à coup d'une aviation française mobilisée. Du napalm a été versé sur les forêts camerounaises. Est-ce que nous pouvons évaluer le passif écologique? Aujourd'hui, on parle de déséquilibre. Mais il faut que la France soit citée coupable du réchauffement climatique à partir même du Cameroun. Nous ne pouvons pas minimiser cela. Mais pour revenir de façon centrale sur ce passif d'assassinat, de crime tout nature, en 1958, Oumniobé est exécuté non pas par des militaires en contradiction camerounais, mais par l'armée française. En 58. Et vous savez très bien qu'au plan de ces individualités, en Algérie, le Front National de Libération, le Front de Libération Nationale, Larbi Ben Midi, a été arrêté en 1957 et exécuté à la même année. C'est en 2024 que Macron
a de façon hypocrite, comme il sait le faire. Vous savez, la France, d'une ingratitude exemplaire vis-à-vis de ses alliés, qu'elle a su trouver les mots de se confesser sans aller devant le prétoire. Et Félix Mounier, il a été assassiné par empoisonnement à Genève par un agent de la DGSE. Ce sont des éléments officiels qu'on peut retrouver sur n'importe quel tableau de recherche. Nous ne pouvons pas oublier le crime sous nos pieds de 1987. La France a les mains et les pieds liés dans ce crime. Une fois de plus, en 2021, Macron tentait encore de reconnaître entre griffes une responsabilité, mais une responsabilité partielle, comme si c'était un crime qui ne méritait pas qu'il soit reconnu comme tel. Mais au plan collectif, le génocide rwandais, en 1994, mais bien avant lui, en 1944, à Tcharoy, ce massacre. Donc, pour aller très vite, en 2024, l'opération Licorne, établie en 2022 en Côte d'Ivoire, fait ses premiers résultats de massacre de populations ivoiriennes manifestant à main nue. Pour couronner le tout, en 2011, en offrant le palais présidentiel aux mains tachées de sang à M. Ouattara, dont ceux-mêmes les installateurs, 10 ans plus tard, contestent ce qu'il lui avait offert sur un plateau d'or. Est-ce qu'à partir de ce postulat, il nous est possible, pour nous autres Africains, dans notre position, qui avons subi la coopération militaire, je ne dirais même pas coopération, parce que le mot coopération signifie équité et égalité, qui avons subi la présence militaire française, dont le statut officiel c'est des militaires français, mais dont les faits et les gestes sur le terrain ressemblent plutôt à une présence de groupes de mercenaires hyper armés, parce que son attitude ne saurait ressembler à celle d'une armée normale. Et effectivement, nous ne pouvons pas aujourd'hui inventer des victoires dans la présence de l'armée française au Burkina Faso, quand on sait qu'elle a même, par cette présence, nous avons perdu dans le projet de construction d'armée nationale. Parce que, comme le disait le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chaque fois que vous avez un coopérant militaire, vous avez des chances sûres de ne pas avoir une armée. Et comme l'expliquait le grand frère Siaka Koulibaly, leurs œuvres, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez pas parvenir à la mobilisation, au recrutement nécessaire, à la formation adéquate et à l'achat de matériel adapté. Et je pense que Joanie Yameogo, et cet écrit, je me souviens et je me rappelle encore, il disait que c'est entre 1983 et 1987 qu'il y eut une armée au Burkina Faso. Le Burkina Faso, à l'époque, après l'assassinat de Thomas Sankara, avec une armée qui avait suffisamment maillé et qui avait de l'équipement. Il dit une anecdote par rapport aux difficultés qu'il avait avec le coopérant militaire français auprès de l'ambassade de France, que la flotte, que Sankara, la flotte aérienne de l'armée, l'équipement qui était stationné n'avait pas de, comment on appelle ça, de maintenance. Et il a demandé, en attendant d'acheter du nouveau matériel comme ça traîne, qu'on puisse déjà réparer l'existant. Le coopérant a empêché à ce que même l'existant soit pris en charge. Et croyant que Blaise pouvait l'aider à décanter cette situation, il se retrouve que Blaise était sous les ordres, non pas du président français, mais d'un attaché militaire, et il n'avait même pas la possibilité d'échanger directement avec l'ambassadeur. Vous voyez, ces faits anecdotiques nous révèlent ô combien il a été nuisant, ô combien il a été regrettable, ô combien nous avons été mis en retard et nous avons failli frôler l'inexistence par le terrorisme qui est venu remettre en cause, en plus de l'institution militaire, de la gouvernance politique et économique, maintenant les territoires.